bonjour. Pour l'agrégation Francis Bacon dans Novum Organum. Distribution de l'œuvre. Cet art que nous promouvons et auquel nous donnons le nom d'interprétation de la nature est une espèce de logique. Bien qu'il y ait entre les deux une grande différence, mieux une différence en quelque sorte infinie. Certes, la logique commune déclare expressément mettre en œuvre et aménager pour l'entendement des aides et des appuis. Et sur ce point unique, il y a concordance. Mais notre art diffère complètement de la logique commune, principalement sur trois choses. La fin elle-même, l'ordre de la démonstration et le point de départ de la recherche. D'abord, la science que nous avons en vue se donne pour fin d'inventer non des arguments mais des arts, non des choses conformes aux principes mais les principes mêmes, non des raisons probables mais des désignations et des indications d'œuvre. Et d'une intention différente, il suit un effet différent. Là, il s'agit de vaincre et d'enchaîner l'adversaire en disputant, ici la nature, en œuvrant. Or, à ces fins répondent la nature et l'ordre des démonstrations elles-mêmes, car dans la logique commune, presque toute l'activité dépensée est consommée dans le syllogisme. Quant à l'induction, à peine les dialecticiens paraissent y avoir pensé sérieusement, une brève mention, et ils passent outre, se hâtant vers les formules de la dispute. Pour nous, nous rejetons la démonstration par syllogisme, car celui-ci procède assez confusément et laisse échapper la nature. Et même s'il ne peut faire de doute pour personne que deux choses qui s'accordent avec un moyen terme s'accordent aussi entre elles, ce qui relève d'une sorte de certitude mathématique, néanmoins il se glisse en ceci de la supercherie, car le syllogisme est constitué à partir des propositions, les propositions à partir des mots, et les mots sont les tessères et les signes de notions, tablettes. Par conséquent, si les notions mêmes de l'esprit, qui sont comme l'âme des mots, la base de tout l'édifice et de son agencement, ont été abstraites des choses de manière défectueuse et hasardeuse, si donc elles sont vagues, insuffisamment définies et circonscrites, et finalement entachées de nombreux vices, tout s'écroule. C'est pourquoi nous rejetons le syllogisme, non seulement quant aux principes auxquels les dialecticiens n'appliquent pas la démonstration, mais aussi par rapport aux propositions moyennes que le syllogisme sans doute parvient d'une manière ou d'une autre à déduire et à enfanter, mais qui se montrent stériles en œuvre, éloignées de la pratique et totalement incompétentes pour la partie active des sciences. Et bien que nous n'abandonnions au syllogisme et aux démonstrations si fameuses et si vantées de cette espèce la juridiction sur les arts populaires et tributaires de l'opinion, car nous ne changeons rien dans cette partie, cependant, pour pénétrer la nature des choses, nous faisons partout usage de l'induction, aussi bien pour les propositions mineures que pour les majeures, car nous considérons que l'induction est la forme de la démonstration qui protège les sens, qui sert de près la nature, qui penche vers les œuvres et va presque s'y mêler. Suite de la distribution de l'œuvre. C'est pourquoi l'ordre de la démonstration se trouve lui aussi complètement renversé. Jusqu'ici, en effet, on a pris l'habitude de procéder ainsi des sens et du particulier. On vole du premier coup aux propositions les plus générales, comme à des pôles fixes autour desquels puissent rouler les disputes. Et on en dérive tout le reste par l'intermédiaire des propositions moyennes, voie certainement expéditive mais précipitée, n'offrant aucun accès à la nature, inclinant aux disputes et comme aménagée pour elle. Dans notre manière de faire, au contraire, les axiomes naissent progressivement par une marche tellement graduée qu'on ne parvient qu'en dernier lieu aux plus généraux. Et ces axiomes, les plus généraux, deviennent non pas des généralités purement notionnelles, mais des principes bien déterminés, tels que la nature les reconnaisse pleinement pour siens, et qu'ils adhèrent à la moelle des choses. Mais c'est dans la forme même de l'induction et dans le jugement qui en résulte que nous avons à introduire les plus grands changements.
car l'induction dont parlent les dialecticiens et qui procède par simple énumération est quelque chose de puéril. Elle conclut de manière précaire, s'expose au risque d'une instance contradictoire et ne prend en vue que les choses familières sans déboucher sur rien. Or, ce dont les sciences ont besoin, c'est d'une forme d'induction qui procède à la solution et à la séparation de l'expérience, et dont la conclusion nécessaire s'appuie sur les exclusions et les rejets obligés. Et si le jugement au sens ordinaire des dialecticiens a causé tant de labeur et exercé de si grands talents, combien plus de travail va exiger cet autre jugement qui ne se tire pas simplement de l'intérieur de l'esprit, mais aussi des entrailles de la nature. Et ce n'est pas tout, car nous enfouissons et consolidons davantage les fondements des sciences, et nous prenons les commencements de la recherche à plus de profondeur que les hommes ne l'ont fait jusqu'ici, puisque nous soumettons à l'examen cela même que la logique commune accepte de recevoir sur la foi d'autrui. En effet, les dialecticiens empruntent les principes des sciences auprès de chacune des sciences particulières. De plus, ils attachent un grand respect aux premières notions de l'esprit. Enfin, ils se reposent sur les informations immédiates des sens, dès lors que ceux-ci sont bien disposés. Quant à nous, nous tenons que la vraie logique doit pénétrer chacune des provinces des sciences avec une autorité plus grande que celle dont jouissent leurs principes, et contraindre ces prétendus principes eux-mêmes à rendre raison et à montrer jusqu'à quel point ils tiennent d'aplomb. Ensuite, pour ce qui concerne les notions premières de l'entendement, il n'est rien de tout ce que l'entendement laissé à lui-même a accumulé, que nous ne tenions pour suspect et pour aucunement ratifié en l'absence d'une nouvelle mise en jugement et d'un arrêt rendu en conséquence. Enfin, nous épluchons assez systématiquement les informations des sens eux-mêmes, car d'une manière ou d'une autre, les sens trompent. Certes, ils indiquent aussi leurs erreurs, mais les erreurs sont immédiatement là, tandis que leurs indices sont longuement recherchés. Suite de la distribution de l'œuvre. Or, les sens commettent une double faute. Ou ils nous abandonnent, ou ils nous abusent. Car d'abord, très nombreuses sont les choses qui échappent au sens, même lorsqu'ils sont bien disposés et débarrassés de tout obstacle, et cela en raison de la subtilité du corps pris en son entier, de l'extrême petitesse des parties, de l'éloignement, de la lenteur ou de la rapidité du mouvement, de la familiarité de l'objet ou d'autres causes encore. Ensuite, là où les sens tiennent la chose, rien n'est moins ferme que leur prise. Car le témoignage et l'information qu'ils apportent ont toujours proportion à l'homme, non à l'univers. Et c'est une erreur bien grande d'affirmer que les sens sont la mesure des choses. Pour remédier à ces défauts, en ministres ardents et fidèles, nous avons recherché et rassemblé de tous côtés des aides pour les sens, afin de pourvoir aux défections par des substitutions, aux variations par des rectifications. Et nous intervenons ici moins par des instruments que par des expériences. En effet, la subtilité des expériences dépasse de loin celle des sens eux-mêmes. Fussent-ils assistés d'instruments raffinés, nous parlons de ces expériences conçues et présentées avec l'habileté et la rigueur de l'art, en vue d'obtenir ce qui est précisément recherché. C'est ainsi que nous n'accordons pas beaucoup à la perception immédiate et propre des sens, mais nous amenons la chose à ce point où les sens jugent seulement de l'expérience, et l'expérience de la chose elle-même. Ainsi nous estimons nous être comportés envers les sens, à qui dans les choses naturelles tout doit être demandé, à moins qu'on ne veuille délirer, en prêtres zélés de leur culte et en interprètes habiles de leurs oracles. Cette sauvegarde et ce service des sens, d'autres en font profession, mais nous, c'est réellement que nous nous y adonnons. Et de cette nature sont les aides que nous ménageons pour que s'élève et se répande la lumière même de la nature, moyens qui pourraient suffire par eux-mêmes, si l'entendement était égal et ressemblait à une table à raser. Mais puisque les esprits des hommes se trouvent si étrangement investis que nulle part on y trouve de surface nette et polie pour recevoir les vrais rayons des choses, nous sommes inévitablement conduits à juger que là aussi doit être recherché un remède. Suite et fin de la distribution de l'œuvre. D'abord,
L'histoire naturelle que nous proposons ne veut pas tant plaire par la variété des choses ou être utile par des expériences immédiatement fructueuses que répandre la lumière sur l'invention des causes et servir de première nourrice à la philosophie. Car même si les œuvres de la partie active des sciences forment le principal de notre recherche, nous attendons cependant le temps de la moisson, n'ayant aucun penchant pour les récoltes de mousse et de blé vert. Nous savons bien en effet que les axiomes, quand ils ont été correctement inventés, entraînent après eux toute la cohorte des œuvres et les font surgir, non pas ici ou là, mais en marche serrée. Nous condamnons et rejetons absolument cette disposition intempestive et puérile à vouloir s'emparer aussitôt des gages d'œuvres nouvelles, comme il arriva avec la pomme qui retarda la course d'Atalante. Tel est l'office de notre histoire naturelle. Pour ce qui est de la masse à rassembler, nous ne nous bornons pas à constituer une histoire de la nature libre et déliée, telle qu'elle se manifeste dans son cours spontané et dans l'accomplissement de son œuvre propre, et qui comprend l'histoire des cieux, des météores, de la terre et de la mer, des minéraux, des plantes, des animaux, mais avant tout une histoire de la nature contrainte et tourmentée, telle qu'elle se manifeste quand l'art et l'assistance de l'homme l'arrachent à son état, la presse et la façonne. C'est pourquoi toutes les expériences des arts mécaniques, toutes celles qui relèvent de la partie opérative des arts libéraux, toutes les expériences de ces nombreuses activités pratiques auxquelles manque encore le lien d'un art défini, s'y trouvent consignées dans la mesure où nous avons pu les rechercher et où elles servent à notre fin, bien plus pour dire les choses comme elles sont, n'ayant cure de la fierté des hommes ou du prestige des matières, nous consacrons beaucoup plus de travaux et de moyens à cette partie qu'à la première. Car la nature des choses se livre davantage à travers les tourments de l'art que dans sa liberté propre. Livre 1, aphorisme 19. Il y a et il ne peut y avoir que deux voies pour la recherche et pour l'invention de la vérité. L'une partant des sens et du particulier s'élance d'un coup d'aile vers les axiomes les plus généraux et s'appuyant sur ses principes comme sur une vérité inébranlable, rend ses jugements et invente les axiomes moyens. C'est la voie suivie aujourd'hui. L'autre dégage les axiomes à partir des sens et du particulier en s'élevant de façon continue et graduelle pour parvenir enfin au plus général. C'est la vraie voie. Mais elle n'a pas été essayée. Aphorisme 20. L'entendement laissé à lui-même suit la même voie la première que l'entendement guidé par l'ordre de la dialectique. En effet, l'esprit brûle de sauter au plus général pour s'y reposer et après quelque temps il se dégoûte de l'expérience. Mais ces mots, la dialectique les augmente par l'apparat de ses disputes. 21. L'entendement laissé à lui-même, lorsqu'il appartient à un naturel mesuré, patient et circonspect, surtout s'il n'est pas entravé par des doctrines reçues, tentera quelques pas sur l'autre voie, qui est la voie droite, mais s'y avancera peu. Car l'entendement, s'il n'est gouverné et aidé, est chose inégale et tout à fait incapable de vaincre l'obscurité des choses. 22. L'une et l'autre voie partent des sens et du particulier et se reposent dans le plus général. Mais leur différence est extrême. L'une ne fait qu'effleurer rapidement l'expérience et le particulier, l'autre s'y applique de manière réglée et ordonnée. La première établit dès le début des axiomes généraux abstraits et inutiles, la seconde s'élève par degrés à ce qui est véritablement plus connu par nature. 23. La différence n'est pas mince entre les idoles de l'esprit humain et les idées de l'esprit divin, entre de certains dogmes creux et les vraies marques empreintes dans les créatures telles qu'on peut les découvrir. 24. Il est absolument impossible que des axiomes établis par argumentation vaillent pour l'invention de nouvelles œuvres, car la subtilité de la nature dépasse considérablement la subtilité des arguments. Mais les axiomes, lorsqu'ils sont abstraits d'une manière réglée et ordonnée à partir des particuliers, indiquent et désignent aisément de nouveaux particuliers, et c'est par là qu'ils rendent les sciences actives. 25. Les axiomes qui sont en usage découlent d'une expérience restreinte et maigre d'un petit nombre de particuliers, ceux qui se présentent le plus souvent et à la mesure desquels on les a pour ainsi dire taillés et ajustés.
Aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils ne conduisent pas à de nouveaux particuliers. Et si par hasard une instance adverse se présente, qui n'avait pas été observée et connue tout d'abord, on sauve l'axiome par quelque distinction frivole quand il serait plus conforme de le corriger. Suite, livre 1, aphorisme 45. L'entendement humain, en vertu de son caractère propre, est porté à supposer dans les choses plus d'ordre et d'égalité qu'il n'en découvre, et bien qu'il y ait dans la nature beaucoup de choses sans concert et sans pareil, cependant l'entendement surajoute des parallèles, des correspondances, des relations qui n'existent pas. De là cette fiction, tous les corps célestes se meuvent selon des cercles parfaits, les spirales et les dragons étant complètement rejetés à l'exception du nom. De là l'introduction de l'élément du feu avec son orbe pour composer un quaternion avec les trois autres éléments qui tombent sous l'essence. De là aussi le rapport de 10 à un imposé arbitrairement aux prétendus éléments pour déterminer leur densité décroissante et autres songes de ce genre. Et cette sorte de supposition creuse ne se fait pas seulement sentir dans les systèmes, mais encore dans les notions simples. Aphorisme 46. L'entendement humain, une fois qu'il s'est plu à certaines opinions, parce qu'elles sont reçues et tenues pour vraies, qu'elles sont agréables, entraîne tout le reste à les appuyer et à les confirmer. Si fortes et nombreuses que soient les instances contraires, il ne les prend pas en compte, les méprise ou les écarte et les rejette par les distinctions qui conservent intacte l'autorité accordée aux premières conceptions, non sans une présomption grave et funeste. C'est pourquoi il répondit correctement. Celui qui, voyant suspendus dans un temple les tableaux votifs de ceux qui s'étaient acquittés de leurs vœux, après avoir échappé au péril d'un naufrage, est pressé de dire, si enfin il reconnaissait la puissance des dieux, demanda en retour, « Mais où sont peints ceux qui périrent après avoir prononcé un vœu ?» C'est ainsi que procède presque toute superstition en matière d'horoscope, de songes, de présages, de vengeance divine, etc. Les hommes, infatués de ces apparences vaines, prêtent attention aux événements quand ils remplissent leur attente. Mais dans le cas contraire, de loin les plus fréquents, ils se détournent et passent outre. Or ce mal se glisse beaucoup plus subtilement dans les philosophies et les sciences, où ce à quoi on s'est plu une fois contamine et enrégimente tout le reste, même ce qui a bien plus de solidité et de force. En outre, même en l'absence de cet engouement et de cette vaine frivolité dont nous venons de parler, c'est une erreur constante de propre et propre à l'entendement humain d'être mis en branle davantage par des affirmatives que par des négatives. Alors qu'en bonne règle, il devrait se prêter également aux deux. Tout au contraire, lorsqu'il faut établir un axiome vrai, la force de l'instance négative est plus grande. Livre 1, aphorisme 60 et dernier. Les idoles que les mots imposent à l'entendement sont de deux sortes. Ou ce sont des noms de choses qui n'existent pas, de même en effet qu'il existe des choses qui, faute d'observation, sont privées de noms, de même il existe aussi des noms qui, nés d'une supposition imaginée, sont privés de choses. Ou ce sont des noms de choses qui existent, mais des noms confus, mal déterminés, abstraits, des choses à la légère ou irrégulièrement. Du premier genre sont la fortune, le premier moteur, l'orbe des planètes, l'élément du feu et les fictions de cette sorte, qui doivent leur origine à des théories creuses et fausses. Et les idoles de ce genre sont les plus aisément chassées, car on peut en finir avec elles en reniant et en abrogeant résolument ces théories. Mais l'autre genre est complexe et profondément enraciné, car il est produit par une abstraction fautive et malhabile. À titre d'exemple, prenons un mot quelconque, tel le mot « humide », et voyant comment s'accordent les diverses choses qui sont signifiées par l'intermédiaire de ce mot. Nous découvrirons que ce mot « humide » n'est rien d'autre que la marque confuse de diverses actions qui n'admettent rien de fixe ni de commun. Il signifie en effet ce qui se répand facilement autour de notre corps, ce qui en soi indéterminable, et ne peut avoir de consistance, ce qui cède facilement de partout, ce qui se divise et se disperse facilement, ce qui facilement s'unit et s'assemble, ce qui facilement s'écoule et est mis en mouvement.
ce qui facilement s'attache à un autre corps et le mouille, ce qui facilement se réduit à l'état liquide, se liquéfie, étant auparavant à l'état solide. C'est pourquoi lorsqu'on en vient à appliquer ce nom et à le prédiquer, on dira en un sens que la flamme est humide, en un autre sens que l'air n'est pas humide, qu'une fine poussière est humide, ou encore que le verre est humide, en sorte qu'il est aisé de voir qu'on s'est contenté d'abstraire cette notion à partir de l'eau et des liquides communs et ordinaires sans réflexion et sans les vérifications nécessaires. Les mots présentent cependant des degrés dans la difformité et l'erreur. Le genre le moins vicieux est celui des noms de substances, surtout ceux des espèces qui sont dernières et bien dégagées, car la notion de craie, de boue est bonne, celle de terre est mauvaise. Pire est le genre des actions telles qu'engendrer, corrompre, altérer, mais le genre le plus vicieux est celui des qualités, les objets immédiats des sens exceptés, tels que lourd, léger, ténu, dense. Et cependant, dans tous ces cas, il ne laisse pas d'arriver que certaines notions soient un peu meilleures que d'autres en proportion de l'abondance des choses qui tombent sous l'essence de l'homme. Merci.